Bonjour Michael. Bonjour Grace. Merci de nous accueillir sur ta ferme. Avec plaisir. On va commencer par aller chercher les vaches. Là, il est dehors. Il faut qu'il y ait un accompagnement technique, un accompagnement humain, un accompagnement économique et un accompagnement financier pour que ça fonctionne. Depuis 2013, on a multiplié par 10 la surface cultivée en bio sur notre territoire. Un vieux tracteur. Lui, on l'a pas acheté avec la PAC, tu vois, par exemple. Il a existé avant la PAC. Demain, on sème. Le rendez-vous des territoires en transition agricole et alimentaire. Je m'appelle Grace Leplat et avec l'association Bio en Hauts-de-France, le groupement régional de l'agriculture biologique, je vous emmène à la rencontre des élus locaux, des agriculteurs, des acteurs engagés dans les territoires qui répondent aux défis agricoles et alimentaires des Hauts-de-France. Ensemble, nous allons explorer, comprendre et découvrir des moyens concrets d'agir. Parce que notre agriculture et notre alimentation sont au cœur des transitions environnementales, climatiques, sociales et économiques de demain. L'agriculture et l'alimentation sont les solutions. Accompagnons leur transition. Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment l'agriculture biologique peut contribuer à freiner le changement climatique. Grâce à Amaury et Hélène Baudouin, éleveurs laitiers à Villers-sur-Auchy dans l'Oise et au parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, vous allez comprendre comment les pratiques agricoles bio, plus diversifiées et plus autonomes, peuvent offrir des solutions face aux défis climatiques. On retrouve tout de suite Jean-Baptiste Pertriot, co-directeur de Bio en Hauts-de-France. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Grace. Jean-Baptiste, pourquoi est-ce que l'agriculture biologique est une vraie solution pour lutter contre le changement climatique ? L'agriculture biologique n'utilise pas de produits chimiques de synthèse. C'est interdit dans le cahier des charges. Et il faut savoir qu'une tonne d'azote minéral de synthèse nécessite 2 tonnes de pétrole. Ça, c'est autant de gaz à effet de serre qu'on n'a pas en agriculture biologique, qu'on n'émet pas. Au contraire, on va du coup valoriser des cycles en utilisant par exemple des légumineuses qui, elles, vont capter l'azote de l'atmosphère. Si on s'intéresse à la production animale, il y a l'obligation de l'autonomie fourragère. C'est aussi pour gagner en autonomie financière et économique. Et donc, ça veut dire pas d'importation de soja brésilien, mais la valorisation de la prairie, qui, après la forêt, est l'espace qui capte le plus de carbone, tout en préservant l'eau, la biodiversité et la vie des sols. Donc on voit bien que pour ces 2 raisons principales, l'agriculture biologique est très favorable pour le climat. En production animale, justement, on entend parfois qu'il y a un débat quant à son impact sur le climat. En agriculture biologique, ce sont des animaux pour les ruminants élevés à l'herbe. La prairie, après la forêt, c'est ce qui capte le plus de carbone. Et ensuite, on fait aussi toute l'économie des produits importés type soja, le soja brésilien qui est souvent produit sur des terres qui ont été déforestées. Eh bien, en agriculture biologique, étant donné que l'aliment est produit sur la ferme et qu'on valorise la prairie, c'est autant d'impact en moins sur le climat. C'est aussi un chargement. Le chargement, c'est le nombre d'animaux à l'hectare. Tu verras, sur la ferme d'Amaury et Hélène, on doit être autour d'un animal à l'hectare, ce qui réduit aussi considérablement les émissions de gaz à effet de serre comparativement à un élevage intensif. Dans ce que j'entends, ce que tu dis là, en fait, il ne faut pas se limiter aux seules émissions de gaz à effet de serre, mais il faut plutôt adopter une approche globale qui prend en compte plusieurs critères. Est-ce que tu peux nous donner des exemples ? C'est ça la plus-value de l'agriculture biologique, c'est-à-dire qu'elle va être bénéfique pour le climat, mais elle va être aussi bénéfique pour la biodiversité, pour la protection des sols aussi, et puis finalement pour la santé de l'eau, de la nature et des hommes et des femmes qui pratiquent cette agriculture. Reste la question de l'adaptation au changement climatique. Si les fermes bio sont plus autonomes pour l'alimentation du bétail et la fertilisation, on l'a entendu, est-ce qu'elles sont pour autant mieux armées pour s'adapter au changement climatique ? La bio recourt à de la diversité. En production végétale, les fermes cultivent 10, 15, parfois 20 espèces différentes, ce qui permet aussi de s'adapter en fonction de l'année climatique que l'on a. Et puis, on plante aussi des arbres. L'arbre est aussi un moyen, finalement, d'atténuer l'impact. L'agriculture biologique, c'est aussi une démarche d'amélioration continue. On travaille, par exemple, sur de la pomme de terre avec un projet dénommé Super Patate. C'est-à-dire qu'on va essayer d'adapter les variétés, des variétés moins gourmandes en eau, par exemple. C'est aussi une manière de faire face au dérèglement climatique.
Bon, nous voilà arrivés, Grâce, tu vois, cette belle ferme du Pays de Bray. Et j'aperçois Maury et Hélène. Salut Amaury, salut Bonjour Hélène. Jean-Baptiste. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Vous êtes prêts à faire un tour dans le bocage du Pays de Bray? Carrément, on va visiter ta ferme. Bon, on va se mettre au milieu des vaches. Donc là, on a 60 hectares pour les vaches, où elles font un pâturage tournant. Donc tous les jours, elles changent de parcelle. L'idée, c'est de faire du lait, le même lait qu'il y a 1000 ans. On n'achète rien, quoi. Le lait qui est fait ici, c'est uniquement l'herbe qui pousse. Et les vaches ne mangent rien d'autre. C'est la diversité du bocage. D'après Hélène, tu as à peu près 25 espèces différentes, entre le trèfle, le pâturin, tout ça. Pour moi, le bocage, c'est le premier rempart contre le réchauffement climatique. Ça capte le carbone de l'air, ça fait beaucoup de stockage carbone dans le sol. Tu as des haies partout, on a planté plus de 2000 arbres déjà depuis 30 ans. Donc vraiment, pour retenir la fraîcheur, pour qu'il y ait un lien entre le ciel et la terre, le meilleur, c'est le bocage. Pâturé par des ruminants. Il va manger l'herbe qui a capté le CO2, à faire des bouses. Alors c'est vraiment un écosystème pour le sol, quoi. C'est extraordinaire, pour nourrir les bactéries. Et puis après, entre deux, donc elle est sympa, elle nous donne du lait. Et du lait, on fait du fromage, et puis bon, en fin de vie, elles vont à l'abattoir pour être mangées. Mais pour moi, la cohésion, la meilleure, c'est ça. C'est le bocage naturel, la vache et l'homme. Et c'est mieux pour le réchauffement climatique. Donc tu vois, ça va très loin. Tu vois, les grands arbres là-bas, ça va encore derrière. Hein. Ah oui. Donc ça fait 50 hectares, il y a 45 parcelles. Donc je fais tout le lait avec ça, quoi, principalement. Et les colonnes vertébrales, pour un bio, c'est comme les chemins. Comme on doit les ramener tous les jours, fatalement, il faut qu'elles marchent. En fait, j'ai fait que des chemins depuis 30 ans. Au début, des cailloux, j'avais du sable. Je suis un pro du chemin. Et donc là, bon, vu le climat de 2024, donc on a opté pour ça. Et alors, c'est du plastique recyclé. C'est comme des dalles, comme dans les parkings un peu. L'eau est filtrante, l'herbe pousse à travers. Et c'est confortable pour la vache. Ça s'appelle éco-végétal. Oui, il y a des trous pour laisser passer, respirer la terre, laisser pousser l'herbe. Oui. Et puis laisser couler l'eau aussi. Ouais. Mais elle marche bien là-dessus, c'est marrant. Oui, c'est ça, c'est que tu es content de cette solution, quoi. Oui, j'ai plus de boiterie et puis elle marche bien. À fond, ça s'est bien marché. Oui. Je crois qu'il a vu. On va passer par ici. Tu vois l'herbe là, dont demain elles iront là, tu vois, c'est de l'herbe. Ça fait du lait gratuit. J'aurais pas fait le lien spontanément entre l'herbe et le lait. Tu vois, vert là, demain c'est blanc. Je veux dire, c'est un miracle. Les gars qui marchent comme ça en zéro pâturage intensif, ils vont produire 10 à 12 000 de lait par an par vache. Moi, je suis à 4 000. Mais c'est du lait authentique. C'est le même lait qu'il y a 1000 ans, quoi. C'est un choix. Après, chacun prend sa responsabilité. L'agriculture peut sauver le climat, j'en suis certain. Okay. Et dans cette parcelle-là, j'ai fait 10 parcelles. Ça divisé en 10. Donc ça fait 10 jours de nourriture. Et le plus dur, c'est de l'amener là-bas. Tu vois, si tu fais pas de chemin, les vaches, c'est un peu déraisonnable, ça va toujours manger le meilleur. Donc jamais elles iront là-bas. Elles mangeront le meilleur ici. Ah bah oui. Elles iront pas, puis elles vont tout piétiner. Donc pour le coup, il fallait faire des petits paddocks. Et c'est nous qui gérons le turnover de tout ça. Et là, tes vaches, elles ont toutes un prénom? Ah oui. Parce qu'on fait par famille, en fait. T'as une famille t'as Obama, t'as Trump, t'as la famille des grands De Gaulle, t'as tout ça. Parce que tous les ans, on change de lettre. Oui. Tu comprends? T'as Obama qui est là. T'as Macron qui est là aussi. Donc on met une vache hectare, elle est quasiment autonome, sauf les années de sécheresse. Et je suis autonome en foin avec mon séchage en grange, que je te montrerai tout à l'heure. Elle vient de nous dire bonjour. Ah ouais. Tu vois, ça c'est souveraine. C'est la famille des dynasties, tout ça, reine, tout ça. Du coup, elle a le champ pour elle. Mais c'est dingue, tu vois, elle passe le fil électrique. Elle connaît pas les frontières. Tu vois, c'est quand même... Alors, je vais pas en appeler une Napoléon, parce que disons, c'est une catastrophe. Aujourd'hui en France, 1 litre de lait, avec toute l'énergie, les tracteurs, les transformations, les achats d'engrais pour faire tout ça, la charge carbone, c'est 950 grammes, quasiment 1 kg de carbone par litre de lait. Ce qui est colossal. C'est une catastrophe au niveau écologique. Que moi, ici, la volonté, c'est de revenir, comme mes parents, faire un lait avec un carbone quasiment nul par litre de lait. Par rapport au changement climatique, justement, donc tu expliques que la ferme, vous êtes obligé de vous adapter. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu tout ce que vous mettez en place? Oui, on plante des haies, on plante des arbres fruitiers tout le temps, parce qu'on veut stocker du carbone au maximum. Et notre volonté avec les enfants depuis 5 ans, c'est de faire ce qu'on appelle polyfarm. On fait des productions qui se complètent entre elles, sans abîmer le terroir, le territoire. Donc, on a planté des fruitiers à peu près 1000 là. Alors c'est pour faire des corridors écologiques pour les oiseaux et puis peut-être pour nous manger un jour. Après, j'ai des ruches quand même, une vingtaine de ruches. Ça, c'est 2 étages. Après, en dessous, on peut mettre les vaches facilement.
Et après, Isaac a des moutons. David fait un petit peu de blé. Enfin, si vous voulez, si on fait tout ça en bio avec un respect total de chaque production, c'est complémentaire. Et en même temps, on investit dans beaucoup de panneaux solaires. Parce que l'énergie, ça me travaille depuis très longtemps. Alors, même si j'ai pas besoin de beaucoup de tracteurs, mais je fais quand même du foin avec des tracteurs. Grosso modo, je consomme par an sur 140 hectares 12 000 litres de fuel. Et en faisant les panneaux solaires, alors, c'est pas parfait, mais au moins, ma compensation, je consomme à peu près 80 000 kW par an pour la ferme, pour le séchage en grange, pour la retraite, en électricité. Et je produis 180 000 kW. Donc, je vends à EDF en énergie renouvelable 100 000 kW. Et quand vous écoutez Jean Covici, l'équivalent de 100 000 kW, c'est l'équivalent de 10 000 litres de fuel. Donc, j'ai une neutralité carbone sur le lait. Mais c'est pas parfait parce que j'ai comme mis 10 000 litres de fuel dans l'atmosphère. L'idéal, c'est qu'un jour, on puisse faire des tracteurs électriques. Mais j'en suis pas loin. Là, c'est pas moi de l'inventer. Dans tout ce que tu dis là, on entend deux choses. On entend comment est-ce que tu t'adaptes au changement climatique et comment est-ce que ton exploitation bio a elle-même un impact sur le climat positif. Ah oui. Ah bah là, tout le captage qu'on fait du sol grâce à la prairie, le méthane des vaches, parce qu'on n'arrive pas, les journalistes qui connaissent pas grand-chose, ils disent que les vaches polluent. Mais non, nous, le méthane, quand on fait une rumination, elle ressort du CH4, mais c'est du carbone qui a été capté par la photosynthèse de la propre herbe. Même si c'est plus en venir, pour moi, ma vache ne pollue pas, puisque elle fait travailler l'herbe qui va capter du CO2. Donc le méthane, il est un peu plus long à dégrader, mais il reviendra quand même dans le sol. Oui, donc ça, le fait de maintenir un sol vivant, avec la flore microbienne des sols grâce aux bouses qui sont nécessaires, la pousse des haies, la pousse de tous les arbres, les panneaux solaires. On peut très bien, si on faisait tous comme ça, si on était tous responsables au niveau de l'agriculture pour l'environnement, on serait capable de faire changer le climat assez vite. Et nous, comme on veut faire du foin, du fromage avec un lait authentique, on est 100% foin. Donc on a investi en 2006 dans un grand séchage en grange, je vais te montrer là. Donc on coupe l'herbe, et même quand elle est encore humide, on la stocke dans une grande grange énorme avec la griffe là. Et comme j'ai des panneaux solaires, je m'enroute des ventilateurs. Et l'air chaud récupéré du toit enlève l'humidité qui reste. Ce qui fait que je fais un foin vert et c'est top du top. C'est produit sur place et donc en fait en termes d'empreinte carbone, on ne peut pas mieux faire. Tu peux pas mieux faire parce que j'ai pas de déchets plastiques, j'ai pas beaucoup d'énergie parce qu'il faut juste ramasser en vrac. Et là tu vas voir, j'ai ma griffe à foin qui est énergie électrique, qui prend que du vrac. Quand je parle d'un lait en zéro carbone, j'y suis presque. À part le tracteur qui a fauché et ramassé. Il n'y a que ça. Hein. Mais le jour que j'ai un tracteur électrique, je suis en lait zéro carbone. Je vais te montrer. Donc là, Amaury monte dans son tracteur. T'appelles ça comment ? On est au milieu de l'étable et en fait, il va distribuer du foin. Donc c'est un rail surélevé. Et les vaches ont l'air d'aimer. Toutes les vaches se précipitent. Et voilà. Pour aller plus loin, j'ai voulu comprendre pourquoi l'agriculture biologique représente un levier pour les communes qui veulent s'adapter au changement climatique et réduire leur impact. J'ai rencontré Claire Sonzoni, vice-présidente du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale. Claire Sonzoni, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est l'impact du changement climatique, les aléas climatiques, spécifiquement sur votre territoire ? Alors, on a à la fois la partie eau avec les pluies qui vont entraîner de l'érosion, la fois la submersion marine, le vent, qui peut aussi avoir un impact très important sur nos terres agricoles. Vous, ce qui est intéressant, c'est que vous considérez que le sujet doit être pensé dans sa globalité. Vous travaillez particulièrement, vous, à la création d'un réseau pour les porteurs de projets bio. Par exemple, on a réuni récemment les agriculteurs qui avaient des projets de maraîchage et on a fait des rencontres pour permettre à ces gens d'avoir des conseils, d'avoir des exemples et de pouvoir sur une journée avec même une partie terrain, d'avoir
une situation plus concrète de comment réaliser leur projet et surtout que c'était réalisable. L'idée, c'est d'assurer un maintien en bio et puis de l'entraide aussi entre les porteurs de projets, c'est ça ? C'est ça. Donc à la fois avoir le maintien au niveau de la quantité des producteurs bio, parce que derrière on va en avoir besoin, et puis c'est d'avoir cette capacité à réunir de la main-d'œuvre. Par exemple, une herbe qui est un peu trop invasive sur un territoire, et bien là on s'est mobilisé une petite équipe qui va aider au désherbage manuel pour réussir à préserver cette agriculture bio sur notre territoire. Quels autres exemples d'actions vous menez justement avec les producteurs ou même en aval de la filière ? Alors un autre exemple avec Bio-Hauts-de-France, c'est d'accompagner les éleveurs qui ont des prairies. Ces prairies, c'est aussi du bocage. Le bocage, ce sont des arbres. Les arbres, c'est ce qui maintient d'éviter l'érosion, c'est ce qui lutte contre le vent, c'est ce qui lutte vraiment contre les aléas climatiques. Et donc du coup, on est en train de mettre en place des variétés qui vont être davantage résistantes et d'accompagner ces éleveurs sur ce volet-là. Ça, c'est une action qui s'appelle Résiprès, c'est ça ? C'est ça. Et pourquoi, selon vous, c'est important pour le parc d'agir au niveau agricole ? Pourquoi ? Parce que l'agriculteur, c'est le premier maillon d'une filière complète. Aujourd'hui, on impose aux collectivités, avec une loi qui s'appelle la loi Egalim, d'avoir 20% de fournisseurs en bio dans nos cantines. Pour ça, il faut avoir la production. Et puis, il y a aussi d'autres dispositifs, tels que les PAT, par exemple, qu'on utilise aujourd'hui parce que derrière la production agricole, il y a l'alimentation de nos enfants et donc leur santé. Et donc, c'est très important de pouvoir continuer à préserver cette agriculture biologique sur notre territoire. Eh ben, très bien, merci beaucoup, Claire. C'est intéressant de voir aussi que vous êtes vraiment engagée et que vous partagez des exemples concrets. Donc, merci beaucoup. Merci. Vous l'avez compris, l'agriculture biologique est plus autonome, elle est plus diversifiée et en phase avec son environnement local. Elle apporte une réponse efficace aux enjeux du changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, c'est vrai, mais aussi en prenant en compte la protection des sols, de l'eau et de la biodiversité. Vous avez entendu Amaury Baudouin, éleveur laitier en bio à Villers-sur-Auchy. Lui, il est convaincu que le retour du pâturage des ruminants autour des petits villages représente une vraie solution face aux aléas du changement climatique et notamment l'érosion. Vous avez aussi entendu Claire Sonzoni, vice-présidente du parc naturel régional des Caps et Marais d'Opale, qui accompagne les producteurs bio dans la mise en place de solutions adaptées. Preuve que l'innovation collective et territoriale est en fait un véritable levier pour renforcer la résilience de l'agriculture. Merci d'avoir écouté cet épisode et rapprochez-vous de l'association Bio en Hauts-de-France. L'agriculture et l'alimentation sont les solutions. Accompagnons leur transition.